Forte tension entre le Japon et la Chine au sujet de Taïwan, évocation d'une invasion militaire, menace de décapitation, convocation d'ambassadeurs. Ça s'envenime depuis une semaine. Cette nuit, les groupes liés au tourisme ont plongé en bourse puisque la Chine a recommandé à ses ressortissants d'éviter de voyager au Japon. On en parle avec Alexis Karkins-Marché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Ite Advisory. Tout est parti d'une prise de parole il y a 10 jours de la première ministre japonaise. Oui, on a vraiment l'impression qu'une crise diplomatique en chasse une autre. Et il y a quelques jours, la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a pris la parole devant le Parlement en expliquant, je cite, qu'une attaque, comprendre une invasion ou un blocus sur Taïwan, constituerait une menace existentielle sur le Japon. Alors, ce que ça veut dire, en vertu d'un certain nombre de règlements et la constitution japonaise, ça veut dire que le Japon serait en droit d'utiliser la force militaire pour défendre ses intérêts si Taïwan devait être attaqué. Alors évidemment, ça a été perçu comme une agression directe de Pékin. Vous savez que tout ce qui concerne Taïwan, ça provoque des réactions épidermiques, oui. On le sait bien. L'objectif de la Chine, c'est d'accueillir l'île de Taïwan, de retrouver la pleine possession de Taïwan qui est au large du continent. Et là, on peut dire que ça dépasse le simple discours diplomatique. En fait, ça a commencé par des réactions gouvernementales chinoises absolument virulentes. Des choses qu'on n'entend pas vraiment dans le langage diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères déclarant que ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Le ministère de la Défense chinois expliquant que si le Japon intervenait, eh bien, il subirait une défaite écrasante. Et puis, vous l'avez cité, ça s'est envenimé en quelques jours, ouais. Avec cette déclaration du consul chinois à Osaka laissant entendre que la décapitation de la première ministre japonaise serait quelque chose qui serait envisageable. Les avis qui ont été donnés aux touristes chinois et aux étudiants chinois n'allaient plus au Japon. Et puis, depuis 48 heures, c'est l'envoi de bateaux chinois dans les eaux territoriales japonaises, dans les îles, alors les Japonais les appellent les îles Sankaku, les Chinois les appellent les îles Diaoyu. Voilà, ça monte, c'est vraiment très tendu. Annalisa. En fait, cette déclaration est vraiment explosive. Ce week-end, on a parlé de rien d'autre dans la presse chinoise, japonaise et puis sur les réseaux sociaux. Absolument. On voit, en fait, il y a vraiment deux visions qui s'opposent. C'est un enjeu de rivalité, très clairement, sur la zone Asie-Pacifique. Du côté japonais, la nouvelle première ministre a été très claire quand elle a été élue. Sur sa plateforme électorale, c'était « Make Japan Great Again ». Ça passe par un discours plus militariste que précédemment. Ça passe par une rhétorique patriotique. En fait, elle s'inscrit dans la lignée de son mentor, l'ancien Premier ministre japonais Abe, qui a été assassiné en 2022. On comprend aussi que le Japon veut revenir sur les 3 principes nucléaires. Les 3 principes nucléaires, c'est quoi ? C'est le Japon s'interdit de posséder l'arme nucléaire, s'interdit de produire l'arme nucléaire et s'interdit d'accueillir l'arme nucléaire. Et sur ce 3e principe, la possibilité d'avoir des armes nucléaires, eh bien, le discours japonais est en train d'évoluer. Le Japon commence à envisager de pouvoir installer des armes nucléaires pour se protéger. Donc clairement, il y a ça. Encore une fois, le Japon est dans une logique de souveraineté. De plus en plus, le Japon veut à nouveau exister, peser sur le plan politique, pas seulement sur le plan économique, et ça passe par la réaffirmation de cette puissance. La Chine a aussi son propre agenda. Son agenda, on le connaît, encore une fois, la réunification avec Taïwan, mais aussi, ça va plus loin. La Chine est dans une logique aujourd'hui de mobiliser l'opinion parce que les nouvelles économiques ne sont pas bonnes. On l'a évoqué sur ce plateau, notamment la semaine dernière, un chiffre d'investissement qui est en chute libre, donc qui fait peur. Et puis, le Financial Times parlait ce week-end de purge dans l'armée chinoise. Et donc, cette montée en tension du côté chinois peut se comprendre comme la volonté d'unifier, de mobiliser le pays autour d'une rhétorique. Objectivement, le Japon, c'est un peu l'ennemi héréditaire. Donc c'est pas si mauvais, en fait, finalement. Je dirais pas que ça arrange la Chine, mais ça permet de mobiliser autour d'un ennemi possible. On peut pas l'exclure. Clairement, le Japon, c'est un peu l'ennemi idéal de la Chine. On sait qu'il y a eu évidemment des guerres. On sait que la Chine reproche au Japon ses crimes, ses exactions pendant la Seconde Guerre mondiale, considérant que le Japon ne s'est jamais excusé, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Le Japon s'est excusé à plusieurs reprises, a présenté ses excuses à plusieurs reprises. Mais enfin, quand même, on est dans cette logique de rivalité, et c'est vrai que le Japon, c'est un peu
que le pays, c'était autrefois la grande puissance asiatique. Maintenant, la Chine, c'est 4 fois le PIB japonais, c'est 6 fois les dépenses militaires. Donc, c'est la première puissance asiatique devant le Japon. Mais quand même, le Japon reste cet ennemi tout désigné. Anaïsa. En fait, on a l'impression que le ton monte très vite parce que le sujet de Taïwan est inflammable des deux côtés. Mais est-ce qu'on va vraiment aller au conflit? Est-ce qu'une des parties a vraiment intérêt à aller à un conflit ouvert? Pour l'instant, on est toujours dans la montée du conflit. Ça, c'est vraiment très clair. Avoir le rôle que joueront les Américains. On ne peut pas exclure le fait que même le Japon ait agi ou communiqué en fonction d'un certain nombre d'intérêts américains, puisqu'on est juste quelques jours après la fameuse rencontre entre le président Xi et le président Trump. Il y a eu aussi d'ailleurs une rencontre entre le président Xi et la première ministre Takaichi le lendemain. Donc on est vraiment sur un moment assez fort. On ne peut pas exclure que ça continue encore de monter. Ce qui est certain, ce qu'on pourrait se dire, nous en Europe, finalement c'est loin de chez nous, c'est pas grave. Ça a des conséquences et ça aura des conséquences à l'issue de ces tensions qui peuvent déboucher sur un conflit, peut-être larvé dans un premier temps, mais quand même à surveiller. Parce que je rappelle que la mer de Chine, aujourd'hui, c'est 30% du commerce maritime mondial. Rappelons aussi que Taïwan, c'est un quart de la production des puces électroniques, mais c'est 90% de la production des puces électroniques avancées. Donc tout ce qui se passe à Taïwan, et notamment un blocus ou un conflit, aurait des répercussions directes sur l'économie non seulement asiatique, mais sur l'économie mondiale, et donc y compris sur l'Europe et sur la France. On a eu le PIB japonais cette nuit qui continue de se contracter, alors moins attendu que ce qui était prévu, mais on est quand même à moins 0,4% sur la période juillet-septembre. Les analystes attendaient moins 0,6%, donc cette force, ça va avec le plan de relance que Sanae Takaichi a annoncé avec. Sanae Takaichi est complètement dans cette logique-là. Redynamiser l'économie japonaise, redonner, entre guillemets, une dynamique à l'ensemble du pays, et ça passe aussi par la dynamique politique et géopolitique. Merci beaucoup Alexis d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.